Hey, si aujourd'hui je te propose un produit basé en intégralité sur le facteur qui a fait d'Apple la plus grande entreprise du monde, ainsi qu'un des principaux critères de Warren Buffett de société, et qu'il pratique personnellement dans Berkshire Hathaway. Et on verra aussi pourquoi Amundi a été carrément mauvais. Ce mécanisme permet un fort enrichissement avec une fiscalité allégée et or Warren Buffett c'est un critère très important pour les investisseurs les plus compétents de la planète. Il s'agit d'un ETF basé sur les entreprises du S&P 500 pratiquant le plus le rachat d'actions. Que ce soit pour les investisseurs dividendes ou les investisseurs qui misent sur la plus-value, dans les deux cas, le rachat d'actions est un très grand vecteur d'enrichissement et un point commun des entreprises quality qui ont largement surperformé. Cela mériterait d'être un critère Smart Beta à part entière. Et en fin de vidéo, on verra pourquoi nous, investisseurs français, il faudrait se méfier légèrement de ce produit. D'ailleurs, il a fait un clash mémorable contre les personnes, contre le rachat d'actions. Je cite, quand on vous dit que tous les rachats sont nuisibles aux actionnaires ou au pays, ou qui ne bénéficient qu'au PDG, vous écoutez soit un analphabète économique, soit un démagogue baratineur. Pour commencer, voyons pourquoi le rachat d'actions est bénéfique pour les stratégies dividendes. Prenons une boîte qui verse, disons, 5% de dividendes par année. Et disons qu'elle rachète 3% de ses actions par an, ce qui est la moyenne haute des rachats. Au bout de 5 ans, on aura racheté 14,13% de ses actions, ce qui signifie qu'à dividende égal versé par l'entreprise, tu recevras 14,13% de dividendes en plus. Pour peu qu'elle ait augmenté son dividende de 5%, quasiment toutes les boîtes que j'ai présentées ont plus augmenté leur dividende. Cela fait après 5 ans hors rachat d'actions, un dividende de 6,38% par an, plus le rachat d'actions 7,2%, soit presque 50% d'augmentation cumulée, et c'est en ajoutant les deux que l'on peut arriver à ces montants de dividendes sur seulement 15 ans. Imagine pour Warren Buffett le cumul entre Apple qui rachète 110 milliards, puis autour des 10 milliards pour son fonds. Pour ma part, je préfère en général le rachat d'actions aux dividendes. Avant de te présenter ce produit, il faut comprendre que généralement deux raisons expliquent ces rachats d'actions. Soit l'entreprise ne trouve pas où investir comme Apple, bien que je pense que pour elle c'est aussi une question de taille, ou alors elle trouve qu'elle est très sous-évaluée, un peu comme Téléperformance qui a utilisé presque 2/3 du free cash flow pour du rachat d'actions. Imagine Meta étant à ce jour à 468 $, si lorsqu'elle était à 100 $ en octobre 2022 comme le rachat d'actions aurait été enrichissant. Il faut savoir que le premier critère de performance est la croissance du bénéfice net par action ou du cash flow par action. Et justement, si 3% des actions disparaissent et que le bénéfice ne bouge pas, il y aurait une croissance de 3% du bénéfice par action. Donc si les deux se cumulent, comme pour la tech, cela permet vraiment d'avoir une croissance du titre plus soutenue. D'ailleurs, quand une action chute et qu'elle annonce du rachat d'actions, cela peut atténuer la baisse, voire être la première étape d'un retournement de tendance du titre. Et justement, en 2022, une belle étude avait montré qu'Apple aurait une capitalisation environ 50% plus faible sans rachat d'actions. Elle n'aurait donc pas été la plus grande entreprise du monde. Apple a racheté 20,9% de ses actions, ce qui signifie quand le bénéfice augmente qu'il se partage entre une plus petite partie d'actionnaires. Et dans ce cas, on est quand même à un retrait d'un 5e des actions de cette boîte, c'est énorme. Prenons l'exemple d'Alphabet qui en fait aussi beaucoup, on est à 9,56% d'actions en moins, soit 10%, et en parlant de Meta, elle est à pile 10% sur 5 ans d'actions rachetées. Pour parler aussi des effets négatifs, certains pensent que c'est utilisé par le gérant pour augmenter le cours, car très souvent sa rémunération sera corrélée à une hausse du cours. Pour ma part, je préfère des indicateurs qualitatifs précis, type augmentation du CA ou free cash flow, mais bon. Alors, il faut te montrer le produit. C'est l'Amundi S&P 500 Buyback Easy en description. Sur les 10 premières positions, la première est à 1,14% et la 10e à 1,08%. Enfin, un indice diversifié. En fait, la pondération dans l'ETF dépendra du pourcentage de rachat sur la capitalisation. C'est-à-dire que l'on s'en fiche que ce soit 10 ou 10 000 milliards qui soient rachetés. Ce qui compte, c'est le pourcentage que cela représente sur la capitalisation totale de l'entreprise. En ce qui concerne la performance, on est sur 22,9% sur un an,
9,65% sur 3 ans annualisés et 12,09% sur 5 ans. Frais extrêmement faibles de 0,15%, soit très faible pour du Lyxor ou du Amundi. Encours un peu faible et prix de part de 266 €, néanmoins étant disponible sur CTO, le prix de part n'aura aucune importance. En fait, de 2012 à 2023, il superformait le S&P 500. Néanmoins, pour moi, la performance sur 2024 est majoritairement due à un momentum favorable sur l'IA. Ce n'est pas encore une bulle, mais clairement, les multiples de valorisation ont encore augmenté. Ce que je vais dire n'engage que moi, mais clairement à long terme, je préfère investir sur ce type de produit que le S&P 500. De mon point de vue, étant les boîtes quality qui font du rachat d'actions en majorité, il y a peu de chances que ce produit subisse une décennie perdue, contrairement au S&P 500 qui s'en est pris pratiquement 2 sur 50 ans. Pour moi, le rachat d'actions est une manière de récompenser l'actionnaire de manière à ce que s'il vend, il a sa récompense, et s'il ne vend pas, il l'a aussi à travers la hausse du cours, et c'est l'argument principal du rachat d'actions qui n'est pour moi jamais évoqué. Sans parler du fait que les dividendes étrangers ont un prélèvement à la source, petite image du site riche et indépendant, subir 26% sur l'Allemagne ou 15% sur les USA, ou encore 35% sur les boîtes suisses, non merci. Donc tous les gens qui ont du Nestlé ou du Novartis ou du Roche ou du UBS subissent un prélèvement à la source de 35%. Plus la fiscalité car le crédit d'impôt ne compense pas tout et très souvent tu verras que les boîtes de l'indice Quality font du rachat d'actions. Maintenant une petite preuve supplémentaire que ces critères est gage de surperformance et en même temps une preuve sur pourquoi Amundi fait encore des choix disons discutables. Amundi a été la première à publier le l'ETF MSCI Europe Buyback. Et c'est très simple, cet indice, il a tout. Et pire, il aurait dû pouvoir être éligible au PEA. Il a battu le MSCI Europe sur 1 an, sur 3 ans, sur 6 ans, sur 10 ans et sur 24 ans. Et pas qu'un peu. Il a un PE bien plus faible que l'indice classique, un taux de dividende plus haut et une baisse maximum depuis 1999 plus faible que l'indice de base. Et pour information, même le S&P 500 a moins performé. Que ce soit sur Backtest ou sur autres sites fiables, on peut voir que depuis 1999, le S&P 500 a ramené entre 7,68 et 7,78% par an. Et simultanément, ce n'est pas la première fois que l'on voit un support type qualité battre le S&P 500. On ne parlera pas d'Indépendance Expansion qui a fait 13,2% sur la même période, écrasant le S&P 500 sur plus de 25 ans. Et oui, depuis 10 ans, le S&P 500 bat Indépendance Expansion ou les supports Quality, mais il faut regarder les multiples de valorisation et en les incluant, on verra bien qu'une telle performance n'est simplement pas soutenable. Oui, le PE moyen augmente en même temps que la tech, mais il est bien plus monté que la part de la tech et que la croissance des free cash flow. Je t'invite à voir cette superbe vidéo qui le démontre de la chaîne Éducation Finance ou ma vidéo sur attente sur le S&P 500. J'ai encore eu un commentaire en me disant que l'indépendance expansion se fait battre sur 5 ans. Si ton horizon est sur 5 ans, très bien, mais ce n'est pas la majorité des investissements de plus. Il faut un peu diversifier. Et je t'invite vraiment à imaginer le cumul de l'augmentation des dividendes, de l'augmentation du free cash flow et du rachat d'actions. Si cet ETF redevenait disponible, il aurait une place de choix dans mon PEA. Et pour mes clients, au moins 10 à 12% de pondération. Et pourquoi je disais qu'Amundi a une décision discutable ? Car ils ont dissous ce fonds Buyback Europe par manque d'encours. Il ne reste donc que la version S&P 500 sur CTO. Par contre, ne t'inquiète pas, Amundi te remboursera ton ETF sans te rajouter de frais. On ne sait jamais que de te manger potentiellement 10 ou 100 000 euros de fiscalité ne soit pas assez douloureux ou le fait qu'il modifie les ETF sans prévenir. Au moins, tu ne payeras pas 0,15%. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais faire une énième démonstration de la puissance du facteur Quality. L'Europe, enfin l'indice de base type Stocks, n'a jamais été sur plusieurs années un excellent placement en bourse. Et le S&P 500 a généralement été l'indice classique le plus performant. Comme tu peux le voir en performance hors DCA, car c'est cette performance qui compte, le S&P 500 a écrasé l'Europe de 2,9% par an. Mais le Europe Quality, lui, a battu le S&P 500. Donc le buyback ainsi qu'indépendance expansion pour moi seront toujours des placements plus pertinents que les indices classiques qui peuvent avoir des bulles ou qui concentrent la majorité des encours. Donc oui, c'est un produit que je préfère au S&P 500 et c'est un produit sur lequel il est probable que j'investirai quand je n'aurai pas de réelle conviction CTO ou pour diversifier du S&P 500. J'espère que cette vidéo t'a plu, thème de la prochaine semaine en description.
Et n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.